Bonsoir à tous, bienvenue au premier numéro de l'année de votre magazine FM Sport qui prend très naturellement les commandes pour vous informer. 45 minutes plus de temps additionnel. Eh bien, nos rubriques sont à retrouver comme d'habitude à la fin de l'émission. Alors aujourd'hui, puisque c'est le premier numéro de l'année, eh bien, nous sommes dans un plateau spécial consacré à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour commencer, d'abord les titres de votre émission. En route pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est désormais une affaire de quelques jours pour le coup d'envoi de la 34e Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire. Quelle nation pour succéder au Sénégal? Une phase de groupe avec des affiches alléchantes, mais plus de retrouvailles, il nous semble, on en parlera. Pour son retour de la compétition de la RDC, sa 20e participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations portée par Sébastien Desailly, est-elle favorite de cette équipe de la RDC? Un souvenir à partager dans cette émission. On va remonter les temps toujours avec la CAN, mais cette fois-là, la CAN Égypte 1974, demi-finale qui opposait l'Égypte au Zaïre à l'époque. Eh bien, belle période évidemment qu'on va essayer de le vivre. En quelque sorte, on retracera l'histoire avec nos invités. Merci de nous choisir et d'être avec nous. Alors, on a d'autres visiteurs qui vont peut-être nous rejoindre un moment sur ce plateau. Mais d'abord, on est à ceux qui sont là. Un habitué de l'émission, Daniel Kabwanga. Bonne année et merci de faire ces premiers plateaux avec nous de l'année. Bonne année, Lionel Ngolo. Merci à vous. Merci à tous les téléspectateurs. Très heureux de les retrouver encore une fois de plus sur ces beaux plateaux de FM Télévision. Alors on est là bien présent, Dieu nous a fait grâce d'être là en vie en 2024. Voilà. Et nous également, nous avons pris nos bonnes habitudes de pouvoir aider tous ces téléspectateurs et amoureux du ballon rond à pouvoir justement comprendre tous les contours du sport et plus particulièrement du football. Alors je rappelle, le temps additionnel aujourd'hui sera très spécial puisqu'on va prononcer nos vœux le meilleur pour le sport congolais. Alors quelqu'un de la maison pour compléter jusqu'à le casting, Joseph Majando. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Lionel. Bonne année. Bonne année Lionel. Bonsoir Joseph. Bonsoir à Daniel. Et après une petite trêve, nous sommes de retour et nous sommes toujours là pour émerveiller le public sportif congolais. Alors nous comptons voir Nesquez et Genovi qui seront des nôtres. On espère bien, évidemment, bloqués dans les embouteillages à Kinshasa, comprenez. Mais en même temps, on vous rappelle, nos rubriques, c'est à retrouver à la fin de l'émission. On va passer par les dribbles pour savoir lesquels de nos deux invités va tribler l'autre avant de terminer très naturellement avec les temps additionnels. L'émission largement préparée par Enoch Mafouka, Samuel Ilunga, l'équipe en régie assurée par Don Benjamin et Gaylor Mouya. Nous sommes ensemble, je le disais tantôt, pour 45 minutes, plus les temps additionnels, les débats sont ouverts. Deux ans après le Cameroun, la Côte d'Ivoire accueille la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du 13 janvier au 11 février sur le terre des éléphants qui succédera au Sénégal, sacré en 2002. Déjà pour commencer, Daniel Kabwanga, vous avez la main, vous lancez le débat. Qui pour succéder le Sénégal? Je sais que c'est une question difficile d'emblée. Très difficile d'emblée, voilà, vous le reconnaissez très bien, mais ce qui est sûr, on se lance dans une CAN à 24 équipes, ça ne sera pas facile. Et déjà, on est au point 0 et à ce niveau de la compétition, toutes les équipes s'évalent et ils ont presque la même chance justement de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Il n'est pas possible de pouvoir directement dire ou dévoiler l'équipe qui va gagner la Coupe d'Afrique des Nations, d'autant plus que c'est le football, un jeu à incertitude. Voilà, tout à fait. Il va falloir justement prendre beaucoup de patience et regarder ces équipes-là jouer. Attendre le 11 février. Hein, voilà, le 11 février, exactement. Voilà. On ne va pas directement commencer à dévoiler les noms de l'équipe gagnante déjà le premier match ou la première journée. C'est très compliqué. Même après la première journée, ça sera difficile parce que ça sera bien évidemment les débuts. Si je vous ai posé cette question, c'est pour évoquer quand même les favoris de la compétition. Exactement, on allait y arriver, les favoris, il y en a toujours. Des cadors, il y en a toujours, ces équipes-là qui ont toujours la place à cette messe continentale.
Vous avez l'Égypte qui se pointe déjà comme un gros poisson justement qui va aller chercher cette Coupe d'Afrique des Nations. En forme avec Liverpool. Au vu début de saison, du grand nombre des titres déjà remportés dans cette spécialité, vous avez l'Algérie qui va revenir également, le Sénégal qui veut défendre son titre, le Maroc n'en parlons pas, c'est peut-être la meilleure équipe jusqu'ici sur papier. Son parcours logé la Coupe du Monde, quart des finalistes, donc c'est pas facile. Non, on aura bien évidemment tout le regard braqué sur ces grands favoris-là. Ça, c'est justement certain. Pour voir qui de cette équipe ou de ces équipes, bien évidemment, va pouvoir remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, je ne vais pas vous soumettre à la même question pour savoir qui va succéder au Sénégal. C'est très compliqué, Daniel l'a reconnu tout à l'heure, mais quand même, puisqu'on parlait des favoris à cette 34e Coupe d'Afrique des Nations, mais il y a quand même des équipes qui jouent le trouble fête sans devoir les reconnaître. Très exactement, Lionel Ngolo. Il y a des équipes qui jouent les troubles fêtes et puis il y a des équipes qui sont outsiders. Il y a des équipes qui vont se reprendre aussi. On en a vu, c'est les cas l'an passé, la CAN passée, j'allais dire, lors du déroulement de la CAN au Cameroun, où on a vu peut-être l'équipe du Comore se reprendre en battant le Ghana. On a vu par exemple le Madagascar faire des surprises aussi. Et ça sera pareil aussi avec cette CAN. Vu aussi lors des éliminatoires de cette CAN, on a vu la Namibie qui a battu le Cameroun et puis aller chercher encore un match nul au Cameroun. Une chose très surprenante. Et une équipe qu'on doit faire très attention, c'est l'équipe sud-africaine. Les Bafana, très vraiment revigorée, une équipe, je dirais, joueuse. On en a vu lors des matchs amicaux, on en a vu lors des éliminatoires. Et puis, dans la baguette, nous voyons un Negro Bros, le coach là, tout feu tout flamme. Il a prouvé de quoi il était capable. Mais dans quelle catégorie il faut placer l'Afrique du Sud? Moi, je dirais l'Afrique du Sud pourrait être une équipe outsider, mais... En même temps, faire la révélation de la compétition, peut-être. Hein? Il sera la révélation de la compétition, mais il peut se prendre. Il peut même aller en finale, parce que l'équipe sud-africaine est vraiment motivée à aller chercher, pourquoi pas, cette coupe, avec un entraîneur qui assure. Hugo Bross, on en a vu en 2017, comme je disais, au Gabon. Les Cameroun n'avaient pas une bonne équipe, mais on a vu Hugo Bross aller jusqu'en finale et puis remporter les titres. Voilà. Ça ne sera pas surprenant si on voit l'Afrique du Sud le faire, parce que envoyer cette équipe jouer, ça rassure vraiment que... On rappelle l'Afrique du Sud depuis 2010, lors de la Coupe du Monde, d'ailleurs, que cette nation a organisé, c'est une équipe qui se perdait pendant un certain moment. On sent quand même que c'est une équipe qui est en train de revenir, même au niveau des interclubs de la CAF. Voilà, avec ces clubs qui sont alignés. Daniel Kabwanga, déjà, pour l'ouverture, c'est samedi à 21h, on aura une très belle affiche entre le pays hôte, la Côte d'Ivoire, je rappelle, qui sera opposé à la Guinée-Bissau. Un match aussi intéressant pour commencer ou pour lancer les hostilités de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. Très intéressant. Pour moi, la Côte d'Ivoire part déjà favorite justement de cette Coupe d'Afrique des Nations. Non pas parce qu'elle est organisatrice de la compétition, mais lorsqu'on regarde sur les 5 dernières éditions de la CAN, vous allez vous rendre compte que la Côte d'Ivoire se retrouve. Donc en 2015, il gagne la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est même l'édition au cours de laquelle la RDC justement s'est révélée comme étant meilleure troisième classée. Donc il faudra le dire, la Côte d'Ivoire, ça part déjà favori, contre la Guinée-Bissau, ça va toujours se jouer sur des petits détails. Mais c'est une équipe de la Côte d'Ivoire qui n'a pas peut-être des leaders. À l'époque, on a connu, c'était une équipe qui composait autour de Dorba, par exemple. On avait Yaya Touré. Oui. Est-ce qu'il y a un leader qui peut apporter cette équipe ivoirienne? Bon, aujourd'hui, on va parler de Sébastien Haller. Bon, à un certain moment, il était tout fait tout plat, mais justement, après son opération, justement, il n'a plus encore retrouvé sa forme longtemps. Moi, je pense très bien que la réalité de cette Coupe d'Afrique des Nations, ou pas cette Coupe d'Afrique des Nations, mais toutes les Coupes d'Afrique des Nations, c'est que c'est question de méthode, d'intelligence et surtout d'efficacité. Quand vous jouez la Coupe d'Afrique des Nations, il faut prendre en compte ces 3 points-là. Parce que si on se remet justement à ce que vous êtes en train de dire, qu'il n'y a pas un leader au sein d'une équipe, je vais vous donner plusieurs exemples. Donc les exemples sont vraiment les gens et vous allez me donner raison justement pour dire qu'en Coupe d'Afrique des Nations,
que vous ayez un leader ou pas, vous êtes capable d'aller jusqu'au bout et remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Tout à fait. Alors rapidement, on va passer en revue quelques groupes déjà qui ont notre image intéressante, puisque je l'avais dit tout à l'heure au début de cette émission, il y a que des retrouvailles pour cette Coupe d'Afrique des Nations, surtout avec des deuxièmes journées qui seront un petit peu spéciales, puisqu'il y aura que des chocs. C'est là que la compétition va commencer. Voilà, je soumets d'abord le groupe B qui m'intéresse le plus avec un choc qu'on aura à la deuxième journée qui va opposer l'Égypte au Ghana. Là, je me rappelle encore en 2010 en finale, parce que l'Égypte et les Ghana, l'Égypte avait raté la Coupe du Monde, et puis après la Coupe d'Afrique, c'était la Coupe d'Afrique avant d'abord la Coupe du Monde, où l'Égypte a affronté les Ghana en finale. Victorieux, c'était l'équipe égyptienne. Moi, je pense bien que ça sera une revanche entre les deux. Parce que les deux équipes, même le Ghana, une bonne ossature, on le voit si vous voyez l'équipe, la liste ghanéenne, vous allez sentir qu'il y a des joueurs qui évoluent beaucoup plus en Angleterre. Pareil, bon, l'Égypte, ils sont beaucoup plus des locaux, des joueurs qui évoluent à Al-Ahly et partout. Mais c'est une bonne rencontre que je vois déjà de loin. Et j'ai pourrais même pronostiquer à la victoire égyptienne parce que l'Égypte est vraiment habituée peut-être à renverser déjà les Ghana. Après, pour renchérir sur ce qu'il est en train de dire, l'Égypte, c'est 19 joueurs qui évoluent au niveau du championnat national qui participent à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis après l'Égypte, nous avons l'Afrique du Sud qui en a 18. Donc vous allez comprendre que ces équipes-là ont misé justement sur les joueurs qui jouent le championnat local. Je voulais même vous faire observer quelque chose, Daniel. On retrouve dans tout le groupe, il y a des peut-être pays qu'on va placer comme favoris. C'est un petit peu la réalité partout. Voilà pourquoi on parlait des deuxièmes journées qui seront un petit peu spéciales. Et ce ne sont pas des groupes déséquilibrés où déjà d'avance on sait les deux premiers de chaque groupe. Par exemple, quand on regarde au groupe C, nous avons le Cameroun et le Sénégal. C'est la même réalité quand vous regardez aussi dans le groupe D, par exemple, avec l'Algérie, qui est déjà, on peut dire, qualifié d'avance. Bon, moi je veux pas justement aller dans ce sens-là. Non, je vais pas aller dans ce sens-là parce que le football, ça nous réserve toujours beaucoup de surprises. Et surtout lorsque vous jouez en Afrique. Alors on va se dire que l'Algérie, voilà, il a des joueurs de top niveau, ça joue dans des grands championnats européens. Mais après, quand ils reviennent en Afrique, c'est tout à fait autre chose. Donc vous allez vous rendre compte que des équipes qui ont parfois misé sur des joueurs qui évoluent en championnat national, ça peut être ces équipes-là qui vont faire des tout à l'heure, je vais parler de la surprise. Donc moi, je ne vois pas certaines équipes gagner d'avance, même si on peut leur donner la faveur des pronostics, mais je pense très bien qu'il va sera difficile. En quelque chose quand vous avez posé la question concernant les individualités. Plutôt, moi, je trouve la Coupe d'Afrique, c'est plutôt le collectif. On voit le collectif. Je vous ai parlé de Comores qui a surpris à la CAN passée. Donc, il y avait beaucoup plus de collectif que l'individualisme de Madagascar. Lorsqu'il nous a éliminés en 2019 en Égypte, on a vu une équipe soudée sur une collectivité énorme. L'Afrique du Sud que je vous parle, c'est une équipe soudée dans la collectivité, ils sont compacts et moins plus d'individualité. Alors, c'est plus de collectivité qu'il y a. Tout à fait, même si on doit quand même dire les individualités peuvent servir aussi à quelque chose, puisque là, il y a les talents. Quand vous avez besoin de Mohamed Salah, vous avez parlé Mohamed Salah, il peut à lui seul débloquer une situation. Bon, c'est les individualités. Il faut aussi prendre en compte les aspects, je peux dire, géologique et aussi la géographie également, parce que vous vous rappelez très bien, les grandes équipes ou encore les équipes qui viennent du Maghreb, ils ont du mal à jouer correctement la CAN lorsque ça joue en Afrique de l'Ouest ou encore en Afrique australe. Ça a toujours été difficile. La réalité du football africain. Il faut prendre en compte le succès en Europe. Quand on arrive ici, ça vient un peu. Permettez-moi de recevoir Géno Vic Valaï. Et pour son premier passage sur le plateau de FM Sport, déjà je vous prie de recevoir ces excuses pour les retards. On est à Kinshasa, ça c'est comprend. Bonjour et bonne année, merci d'être avec nous. Merci beaucoup Lionel Ngolo, merci aussi à tous les téléspectateurs que nous suivons en ce moment. Alors on parle déjà de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le coup d'envoi c'est déjà dans quelques jours. Eh bien, qui peut succéder au Sénégal? C'était la question tout à l'heure. Je n'ai pas eu de réponse. Voilà pourquoi je vous la pose. Voilà, il y a toute une pléthore d'équipes qui peuvent succéder au Sénégal, bien qu'on peut bien pronostiquer sur papier, mais il y a des surprises dans la Coupe d'Afrique des Nations, il ne faut pas l'oublier. La réalité sur le terrain. Dans les années antérieures, les équipes sur qui on comptait en amont ont souvent déçu. Par exemple, quand je vois l'édition 2017, on ne savait pas que le Cameroun pouvait quand même arriver au dernier carré, mais contre toute attente, on avait vu une équipe camerounaise, d'ailleurs réaménagée à 90% et arriver en finale. Et donc avec une compétition telle que la Coupe d'Afrique des Nations, je ne veux pas trop me lancer dans le sens du pronostic. Enfin,
de décevoir, hein. Mais si on peut miser sur certaines équipes qui sortent du lot, je vois une équipe telle que, voilà, le Cameroun habitué à des grandes compétitions. Mais c'est le Maroc déjà placé déjà comme favori de la compétition, après quand même son parcours à la dernière fois. Le Maroc est placé comme favori par des observateurs du football. Mais vu que c'est une équipe à battre actuellement en Afrique, je vois une équipe marocaine décevoir. Je sais pas, c'est peut-être c'est une édition, mais il y a une réalité telle que la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique des Nations, ce sont deux compétitions différentes et diamétralement vraiment opposées sur toute la ligne. Et les Maroc qui vient en sursaut d'orgueil, déjà, quand tu écoutes un certain Walid Regragui, il est trop confiant, surestimant. On va rappeler, le Maroc est arrivé en premier en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vraiment une équipe qui vient avec de l'orgueil? Oui, non, de l'orgueil dans le sens du parcours qui venait d'être le leur lors de la Coupe du Monde précédente. Et voilà, dans le sens que ils viennent conquérir l'Afrique et prouver ô combien ils sont favoris sur le papier. Et toutes les équipes viendront pour le racher en fait cet orgueil-là. Et je ne vois pas le Maroc arriver jusqu'au final. Alors une question tous les trois rapidement pour terminer en 30 secondes. C'est vrai que cette Coupe des Nations n'a pas encore débuté, mais quand même un mot par rapport à l'organisation. On voit la Côte d'Ivoire depuis un temps qui était déjà prête sur le plan organisationnel. Moi, j'ai suivi son président de la fédération qui disait on est prêt pour recevoir des gens. On a vu déjà des quartiers dans lesquels évidemment les équipes seront logées. Pensez-vous que ce sera une très bonne Coupe d'Afrique des Nations sur le plan organisationnel? Je ne commence avec vous. Bien sûr, ça sera une Coupe d'Afrique des Nations qui va tenir à toutes ses promesses, parce que déjà quand tu vois les Ivoiriens être mobilisés derrière cette Coupe d'Afrique, dans le sens de la communication déjà, communicationnellement parlant, c'est une réussite. Je ne pense pas qu'il y ait une Coupe d'Afrique des Nations qui a eu autant d'engouement, autant d'émulation avant la compétition telle que la Coupe d'Afrique des Nations 2023, parce que déjà les Ivoiriens la qualifient d'une Coupe d'Afrique des Nations plus hospitalière que toutes les 33 éditions passées. Et je pense que la Côte d'Ivoire qui a mis vraiment du pactole pour la construction des infrastructures, il y a des très beaux stades. Je vois par exemple le stade de Limbe, je vois le stade de Yamoussoukro, je vois le stade où la RDC d'ailleurs va évoluer, San Pedro, le stade de Laurent Pokou. Je me souviens en 2014, alors que l'équipe de Tupuza Mazembe jouait encore CW Sport du San Pedro, à l'époque le stade était vraiment, je dirais, un peu ouvert comme ça, mais aujourd'hui c'est un stade où on sait voir la toiture, c'est très bien tapé, et dans le sens de l'organisation, la Côte d'Ivoire a réussi son pari, et pour la mobilisation aussi, médiatiquement parlant, ça parle aussi de l'engouement des journalistes qui veulent à tout prix s'accaparer de la compétition. Voilà. Alors je ne sais pas, par les passés, on a connu quand même des Coupes d'Afrique des Nations qui ont été bousculées en termes de sécurité, etc. Pensez-vous que la sécurité sera au rendez-vous? Je sais, c'est pas vous de nous répondre, mais quand même, vous n'avez pas d'inquiétude par rapport sur le plan organisationnel pour cette Coupe d'Afrique des Nations? On espère bien que toutes les mesures ont déjà été prises justement par les organisateurs, à travers aussi certains inspecteurs de la Confédération africaine de football, justement, qui doivent être sur place pour essayer de mettre tout en ordre, parce que dans moins de 3 jours, ça sera bien évidemment les coups d'envoi. Et c'est ce qu'on espère. On verra ce que tout se passe dans le calme. Mais à l'origine, moi je pensais même que la Côte d'Ivoire, ça a été toujours un pays hospitalier, donc un pays qui n'a toujours pas eu beaucoup de problèmes en termes de sécurité. Même lorsque vous regardez dans leur histoire, vous sentez très bien que c'est un peuple qui est hospitalier justement, et qui est généré envers justement tous ces... Au niveau de la capitale, ils ont toujours dit Abidjan le plus fou au monde. Exactement. Donc c'est aussi un pays des grands justement, donc ça a produit beaucoup des grandes stars du football mondial. Vous avez Touré, Kolo Touré, Didier Drogba, n'en parlons pas, lui qui est le monument de ces côtés-là. Donc je pense pas que ça soit une nation ou un pays qui ne puisse pas vraiment réunir toutes les conditions possibles pour accueillir justement toutes ces équipes. En 30 secondes, est-ce que la terre ivoirienne ne peut pas sourire à la RDC qui participe à cette Coupe d'Afrique des Nations, puisque on est un peu proche sur le plan culturel. On fait presque la même musique aujourd'hui. Vous me régurgitez à la bouche le Chan 2009 où nous sommes allés chercher les trophées. La prochaine édition. À Abidjan, dans Félicia, à Félix Houphouët-Boigny. On a arraché les trophées lors de la première édition du Chan. Et pourquoi pas le faire? On peut le faire, c'est possible. Mais moi, j'ai lutte encore un peu plus. Mais quand on voit les autres s'organiser comme ça, ça nous excite aussi de organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, vous étiez en train de parler...
Ouais, si je vois, oui. D'accord, Daniel. Si, comme vient de dire Genovi, vous voyez, le stade, par exemple, de Bilpé a été construit il y a quelques années. Il n'y avait pas avant. Il y avait peut-être le stade de Félicia qui était à ciel ouvert. Et à un moment donné, on a mis la toiture, on a rangé. C'est irreconnaissable aujourd'hui. Si vous étiez à Côte d'Ivoire, vous revenez quelques années après, vous parlez de Félicia, vous allez vous étonner. Voilà. Il y a par exemple le stade de Yamoussoukro qui était aussi ouvert, comme ça, des petits stades municipaux. Voilà, on a réaménagé des stades. Il y a la question, les moyens qui comptent, mais il y a la volonté également. On a vu comment les Ivoiriens se sont mobilisés pour accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations. Exactement. Donc, moi, quand vous parlez peut-être de la meilleure CAN que l'on va vivre cette année, je pense très bien que ça doit continuer comme ça. Donc, toutes ces équipes-là qui vont accepter peut-être d'organiser les éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, ils doivent en tout cas mettre la barre très très haute. Ça, justement, c'est toujours parce que c'est par là que le développement du football africain va arriver, parce qu'il y a des belles infrastructures. Ça attire même les binationaux, ces joueurs-là qui sont nés à l'extérieur, ils peuvent avoir cette volonté. D'ailleurs, la rivalité que l'Algérie a au Cameroun, je vis dernièrement un joueur algérien publiciter la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire que celui d'ailleurs la rivalité entre le Cameroun et l'Algérie. Du stade du Cameroun comme le champ des Magnons. Voilà, en fait, on a invité la Côte d'Ivoire au problème, à la fête qu'il y avait entre Cameroun, le problème qu'il y avait Cameroun et Algérie. C'était déjà depuis longtemps, je veux dire en termes de rivalité, les Ivoiriens, qui tapaient la poitrine que nous on n'avait pas, et les avait une bataille sur la toile. Merci Joseph. On va continuer à parler de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je rappelle, le coup d'envoi sera donné, c'est samedi à 21h pour une très belle affiche qui va opposer la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. Allez, cette fois-ci, on va faire un focus évidemment sur l'équipe de l'RDC qui revient et qui retrouve les chevaliers de la CAN. La RDC débarque finalement en Côte d'Ivoire pour participer à cette 34e édition. Malgré les mauvais pas, on ne va pas refaire l'histoire. La RDC a terminé première de son groupe lors des éliminatoires. Les hommes de Sébastien Desailly auront-ils peut-être les armes pour se justifier après cette qualification? On va écouter les sélectionneurs nationaux, lui qui retraçait évidemment l'importance de ces stages, mais surtout les perspectives à amener à cette Coupe d'Afrique des Nations. On va l'écouter. Premier temps qui était une semaine très chargée. On avait des joueurs avec des disparates de forme dues à soit l'inactivité du club, soit au repos entre Noël et jour de l'an, d'autres qui ont continué à jouer. Donc on a essayé de remettre tout le monde en forme en augmentant les charges de travail. Ponctué par un match amical hier contre l'Angola, où on avait décidé de donner du temps de jeu aussi à tout le monde pour pouvoir, à presque tout le monde, pour pouvoir justement finaliser ce travail athlétique. Donc hier on a joué avec une charge de travail avant le match qui était assez forte, mais c'était voulu. Le bilan il est que les garçons sont très concernés. Sébastien Desailly, sélectionneur national. On parle de cette équipe de la RDC qui retrouve le chemin de la CAN après son absence à la précédente édition. Ça fera la 20e participation. Vous avez la parole. La RDC se présente à cette CAN comme favorite ou outsider, comme évidemment Joseph l'a dit au début de cette émission. Parler de favori, ça sera osé, mais je pense que la RDC est outsider dans le sens que voilà, elle retrouve la CAN après une édition ratée et avec tout ce qu'il y a eu, voilà, débâcle aux éliminatoires de la Coupe du Monde, de mauvais résultats qui se sont suivis après. On peut pas parler d'une équipe favorite actuellement parce que déjà elle est en pleine reconstruction. L'équipe s'est reconstruite petit à petit et il faudrait pas aller vite en besogne pour ne pas mettre trop de pression autour de cette sélection. Mais quand on regarde les relations avec les sélectionneurs lors de son arrivée, quand il a signé avec la RDC, on avait des défaites déjà enregistrées lors des campagnes. Est-ce que tout ça, ça ne placerait pas la RDC? Non, ce sera trop osé parce que d'ailleurs la qualification de la RDC a été un coup de magie.
parce que lui-même les sélectionneurs le disaient. Ce n'était pas son objectif principal. Lui, il était venu pour qualifier la RDC à la Coupe du Monde 2026 et à la CAN 2025. Et aujourd'hui, voilà, on a réussi à remonter la pente et retrouver la CAN. Et en vue à cette CAN, moi j'estime, pour apprendre, je vais cesser de le répéter, que la RDC vient pour apprendre. Pourquoi je parle d'apprentissage? Dans le sens qu'on retrouve les hauts niveaux après tant d'années de disette, parce que depuis 2018, si vous pouvez le regarder avec moi dans les statistiques, parler d'une désillusion à chaque fois. La RDC descendait aux enfers et maintenant on monte, mais avec beaucoup de difficultés. Quand vous regardez l'équipe nationale, la RDC jouer, c'est une équipe nationale un peu poussive et déjà ça marque rarement dans des matchs. Et actuellement, les jeux n'est pas séduisant non, les jeux est séduisant, il faut le dire, parce que on a retrouvé une certaine homogénéité, on a retrouvé une certaine cohérence dans le jeu. On sait très bien la tactique de Desabre, c'est une tactique qui consiste à jouer à 4-2-3-1 et voilà, c'est ça qui l'affectionne le plus. Mais maintenant, en ce moment, on peut parler d'une équipe qui veut aller à la CAN, on va faire ce pour jouer sa partition et retrouver les sensations. Et pourquoi pas entrevoir l'avenir en 2025 pour jouer le premier rôle. Alors, Daniel Kabwanga, puisque je nous l'ai dit tout à l'heure, il faut aller comme prendre cette Coupe d'Afrique des Nations comme un apprentissage pour l'ADC, mais avec l'effectif dont dispose Sébastien Desabre aujourd'hui, est-ce qu'on peut aller pour essayer, tenter, ou il faut aller jouer le haut niveau? Moi, je pense qu'il faut aller jouer le haut niveau parce qu'on s'estime déjà grand, ou bien on s'estime déjà être sur la route. On s'estime on s'estime déjà grand, mais je pense très bien que lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, on ne va pas aller apprendre quand même, c'est la RDC. C'est la RDC au vu de l'histoire. C'est cette pression-là qui va déjouer en fait. Exactement, il faut aller avec cette pression-là justement pour ça, pour faire comprendre aux gens que voilà, on est la RDC, nous sommes en train de revenir. Mais le coach n'était pas ces langages. Bah, mais il ne le parle pas, mais on n'est pas obligé de s'atteler sur ce que Sébastien Desabre dit parce que ses adversaires. Peut-être dans ce sens-là, mais moi je pense quand même qu'à cette Coupe d'Afrique des Nations, la RDC ne doit pas aller pour apprendre. Et donc la RDC doit aller s'imposer justement parce qu'elle veut revenir sur le premier plan ou au premier plan. C'est en ce moment-là qu'elle doit maintenant montrer ses biceps et faire voir à toute la face du monde que voilà, on est la RDC, on est en train de revenir. On a fait les exploits justement dans cette route qui nous a mené vers la Coupe d'Afrique des Nations. Et déjà là, c'était déjà des signes vraiment qui prouvaient à suffisance que la RDC est en train de revenir. Mais là, il faut confirmer cette bonne forme-là qu'on a montré tout au long des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations, confirmer maintenant lors de la Coupe d'Afrique des Nations, en essayant d'avoir après ça, il y a d'autres épreuves qui arrivent, il y a par exemple les éliminatoires à la Coupe du Monde, là aussi il faut se montrer de plus en plus convaincant. Je voulais qu'on reste un petit peu dans les groupes F, groupe dans lesquels on trouve la RDC et les Maroc. Est-ce que ce n'est pas les moments de se venger à ce que les Maroc nous a infligé lors de la Coupe du Monde? Ce n'est pas l'occasion. Avant d'en arriver, Lionel, je profite pour passer quelques mots. J'ai aimé Génovic et Daniel d'entrée déjà quand ils ont parlé de la RDC. Mais ça me pousse à aimer quand même ce qu'a dit Alain Traoré l'autre fois dans une chaîne de télévision. Il dit quand on attend la RDC, elle ne vient pas, mais quand on l'attend pas, on voit il surgit comme un lion. Je me rappelle encore en 2015. C'était presque le même scénario. Aux éliminatoires de la CAN, la RDC perd ici contre le Cameroun, la RDC perd ici contre la Côte d'Ivoire. Mais par après, il arrête de juste. C'était par chance, par facteur chance. Nous étions troisième de notre groupe. Et par. Repêché comme troisième, oui. Repêché comme troisième. On joue la CAN, on se reprend, nous allons jusqu'à jouer la demi-finale. Mais avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer à présenter la RDC comme ça? Au départ, comme ça, on doute. Comme en 2015, aux éliminatoires, on doute. Mais la RDC peut se prendre aussi. Moi, j'ai doute fort. Envoyer notre équipe, surtout sur la ligne d'attaque. Je ne vois pas vraiment un joueur, un attaquant que. Alors, est-ce que ça ne sera pas le moyen de se venger aux Marocains quand même, puisque ça serait une petite finale de ce groupe F. Mais il faut se poser la question devant quelle équipe marocaine? Devant quelle équipe marocaine? Demi-finale à la Coupe du Monde. Vous allez faire face à une équipe marocaine très forte actuellement. Bien qu'on parle de quoi, mais il faut faire attention. C'est le Maroc qui vient de faire la Coupe du Monde, qui a éliminé l'Espagne, qui a éliminé le Portugal. Il faut faire attention avec le Maroc. Alors, qu'on puisse aller faire la revanche contre le Maroc. C'est difficile de le dire. Alors, quand on compose un groupe avec le Maroc, c'est qu'il faut dire c'est déjà à la deuxième place. Non, pas forcément. Pas forcément. Donc, il ne faut pas accepter directement la deuxième place parce que on parle beaucoup plus du Maroc, mais on oublie la Zambie. C'est ça aussi. C'est ça. Même la Tanzanie. Pour l'entrée en liste et les RDC, ça sera la Zambie. On parle beaucoup plus du Maroc, mais on oublie les deux équipes là.
La Zambie, elle est allée gagner la Coupe d'Afrique des Nations en 2012. Avec des locaux. Aujourd'hui, elle est très forte, cette équipe-là. Vous allez retenir un certain Patson Baka. Et on va se demander après la Coupe d'Afrique des Nations ce qu'il aura fait justement au cours de cette CAN. Donc moi je pense très bien qu'il faut prendre les équipes au même pied d'égalité. Voilà. S'il faut aborder ces matchs, parce que ce sont des matchs finaux. Et dans une compétition comme ça, parce qu'il n'y a pas de matchs aller-retour. Donc c'est une fois vous jouez le match, il faut les prendre comme des finales et aller justement chercher des points. Et donc je crois très bien que c'est le moment de pouvoir faire les choses correctement, ne pas minimiser les soi-disant petites équipes et prendre avec beaucoup plus d'ampleur la formation. Alors, je voulais qu'on reste un moment sur un homme qui a porté un petit peu ses projets. Il s'appelle Sébastien Desabre, qui est en train de réussir cette transition avec le léopard de l'RDC. Est-ce que Sébastien Desabre n'est pas l'homme de la situation? Il est l'homme de la situation, bien évidemment, parce que déjà, il respecte sur la ligne son projet qui était à reconstruire l'équipe. L'équipe s'est reconstruite dans le temps. Et maintenant, on doit lui laisser le temps. Raison pour laquelle j'évite trop les discours tels que voilà, on part jouer la CAN avec de pression, c'est-à-dire quoi, on joue le premier rôle. Connaissant le Congolais, on risque de cracher sur lui après une contre-performance de la RDC le long de cette compétition. Et nous, il faut déjà s'attendre à un scénario tel que la RDC s'arrêter par exemple en quart de finale, parce que le projet qui est sien, c'est-à-dire de porter la RDC en quart de finale, à la Coupe du Monde et à la CAN 2025 où il ira jouer le premier rôle. Et donc avec le Sabre, c'est que il y a un discours qui est tenu dans le vestiaire où personne n'est indispensable. On se voit déjà actuellement comment le Sabre est en train d'opérer avec certains choix forts, comme par exemple, j'étais surpris de voir Cédric Bakambu être deux reprises relégué au banc de touche. Ça se voit que le Sabre prépare une équipe qui va tenir au moins pendant 5 ans, parce que Bakambu a déjà fait 10 ans avec les Léopards et c'est maintenant le temps de travailler avec le futur. C'est un projet futuriste. Il faut lui laisser son temps. Il a 3 ans devant lui. Est-ce qu'avec cette CAN, Sébastien Desabre ne joue pas son avenir avec les RDC? Pas du tout. Mais c'était pas signé dans les objectifs. Mais du moment où on est qualifié, voilà. Ça, on joue la CAN. On joue la CAN. Ça n'excuse pas déjà un Coupe du monde, il ne faut pas oublier. Vous faites partie, Sébastien Desabre, alors qu'il était à un moment de reconstruction. Il est fait bien, comme dit Génovi. Il est fait bien, on le sent. Avant, on s'était perdu. On n'a pas joué la CAN passée. Mais Sébastien Desabre, mec, il est venu là, trouver l'équipe avec 2 défaites. Il a fait de son mieux, on s'est qualifié. Le son est temps de faire ce qu'il va faire. Il s'est battu en tant que manager. On a vu encore de nouveaux visages dans l'équipe nationale. C'est grâce à Sébastien Desabre. Le son, lui, avec sa physionomie, avec sa philosophie de reconstruire l'équipe. Et on espère bien jouer le résultat, même si on quittait la compétition avec 0 but marqué, et voilà, ça c'est pardonné en avance. Ça me permet de recevoir Nesquès. Merci d'être avec nous, bonne année. Ça va? Ça va très bien. Mais déjà pour commencer, c'est vrai que vous nous trouvez au milieu, déjà plongé dans les débats, Sébastien Desabre, c'est lui la référence de cette équipe? Moi je pense pas, parce que c'est un entraîneur qui a quand même trouvé déjà une équipe qui était là quand on a joué les éliminatoires. Une équipe qui était là déjà. Ouais, il avait déjà une équipe. Oui, il a déjà trouvé une équipe, mais il y avait 2 autres au sein de cette équipe. Et lui, il est arrivé, il a quand même instauré une régularité au niveau de cette équipe. Il a quand même cherché à fixer les objectifs. D'abord, il trouve la République démocratique du Congo dans un groupe quasiment déjà 2 matchs joués, 0 victoire pour 2 défaites. Et à son arrivée, quand même, il gagne 4 matchs et il qualifie directement la République du Congo à la prochaine édition. Donc, on attend beaucoup de lui durant cette compétition. Moi, j'ai toujours dit, et je vais répéter, pour que Sébastien Desabre puisse nous prouver de quoi il est capable, il doit affronter les top équipes du continent, par exemple le Sénégal, et nous allons faire les Maroc. On fait déjà les Maroc, on va voir comment Sébastien. Non, c'est pas d'abord la déjà avec les sables, on va connaître, mais on va voir son niveau de jeu déjà par de cette rencontre face au Maroc, parce que le Marocain nous a humilié lors de la qualification de la Coupe du Monde. Donc Desabre a cette charge
de redorer l'image du football congolais face aux Marocains. Donc ce sera un match vraiment que on doit beaucoup. La compétition débute le 17 contre la aujourd'hui, les RDC c'est quand même les RDC plus avancés. Oh là là! En 2019, la Samba a fait pleurer la les RDC étaient meilleurs perdants lors de la qualification à la Coupe d'Afrique 2015, mais les RDC les trouvaient parmi les 3 premiers c'est ça. C'est ça qu'on appelle la Zambie. Vous savez ce qu'on appelle le miracle dans le football, c'est de voir la RDC être repêché comme 3e, mais c'est le 3e. Voilà, ça c'est le miracle. On revient maintenant dans la méthodologie du football. Je suis désolé, la même manière que nous avons saisi l'Ouganda en 2019. Voilà, ça va toujours arriver. On a fait ses débuts. Et quand on le fait, quand on pense comme ça, je crois que s'il faut aller pour se venger contre le Maroc, on risque de gagner le Maroc et perdre contre la Zambie. On va continuer à parler de cette Coupe d'Afrique des Nations. Comprenez que voilà, le débat va un petit peu dans tous les sens. On va quand même partager un souvenir, comme je l'avais annoncé au début de cette émission, puisqu'on parle de la CAN. On va remonter les temps. Et tout peut donc encore arriver. Dégagement sur Lobilo qui contrôle. Calmement, Lobilo remonte le terrain. Va peut-être, non. Longue balle destinée. Et peut-être égalisation. Égalisation du Zaïre par son capitaine Kidoumou. La centaine de supporters zaïrois. Puisqu'on parle de la CAN, les souvenirs vont bon train. Nous sommes là en Égypte. CAN 1974, considéré comme l'année des gloires, l'année des consécrations pour les léopards, les Zaïre à l'époque, on va rappeler, la RDC portée par Pierre Ndaye, qui battait en demi-finale l'Égypte. Qui pouvait croire à ces scénarios, puisqu'on rappelle, la RDC était menée au score de 1, la RDC a fait la remontada pour décrocher la qualification, et en finale, c'était face à la Zambie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu ces moments? Je rappelle, 1974. Personne ici, je pense. En étant journaliste, on est censé être des bons historiens. Je pense que en regardant les vidéos, on s'est remonté le temps, on sait voir comment la RDC était foudroyante avec son attaquant vedette à l'époque, Pierre Ndaye, aujourd'hui, qui garde les records de 9 réalisations avec l'édition. Il a été poursuivi par Aboubacar. C'est le seul record qu'on peut battre. Regarder un peu. Malheureusement, peut-être cette édition, on ne sait jamais. Les records sont faits pour être battus quand même. Alors, mais ce qui est exceptionnel cette année, je rappelle, 1974, le RDC et le Zaïre à l'époque est qualifié en finale contre la Zambie. Tout à l'heure, on parlait de la Zambie, mais qu'on a réussi à battre à l'époque en finale sur le score de 2-0. Oui, mais là, on avait quand même des joueurs exceptionnels, des joueurs pétris des talents, qui, bon, dont la plupart n'évoluaient même pas en Europe, donc ils étaient justement ici en RDC. Côté Bazembe, côté Imana, justement, Dragon, voilà, tous ces joueurs-là qui faisaient le beau temps de la République démocratique du Congo, avec Pierre Ndaye Blamba, surnommé Mutumbula. Pourquoi? Parce qu'il faisait peur à beaucoup de défense, justement, des adversaires. Je crois très bien que c'est la belle époque comme nous n'avons pas vécu, et nous voulions aussi à ce que nous puissions vivre peut-être la même chose cette fois-ci. Oui, mais cette finale a été rejouée, on rappelle, pour la première fois, 2 fois de suite. Le score avant c'était début partout après prolongation. Finalement, quand ils ont rejoué cette finale, ça sourit aux Zaïrois à l'époque. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces souvenirs avant de commencer cette CAN? Je me rappelle encore de la 4e participation de Léopard, je vous dis. Et puis c'était la 5e édition, la 9e édition. La 9e édition pour une 4e participation pour le Léopard. Je me rappelle encore de cette belle épopée de Ndaye Moulamba, comme vous avez dit, Mayanga,
Kakoko, Moutabi, vous avez noté. Mavouba, C'est pour vous impressionner. Mavouba, une belle épopée où le Léopard de la RDC était placé deuxième de son groupe, tout juste après le Congo. Mais je me rappelle, juste avant, en 68, les Zaïre a remporté sa première coupe d'après. Et à cette époque-là, la Coupe d'Afrique se jouait, il y avait déjà des équipes déjà qualifiées, les pays organisateurs ainsi que l'équipe tenante du titre. Donc il y avait 6 équipes qui rejoignaient les 2 équipes avant, et le Léopard était classé deuxième de son groupe après le Congo-Brazzaville. Il est allé jouer contre l'Égypte en demi-finale parce qu'il y avait 8 équipes. On joue directement la demi-finale. Il a affronté l'Égypte que nous venons de voir, qui est l'un de ses battu. Les anciens qui disent ceci, à chaque fois que la Zambie se dresse sur le chemin de Léopard, la RDC va toujours loin. Voilà, moins bien que je sois contre cette décision. Regardons l'histoire. La RDC a été la deuxième fois champion d'Afrique contre la Zambie. En 2009, je pense, notre première journée, c'était face à la Zambie pour le Chan. Non, c'était en demi-finale. En demi-finale aussi, voilà. Mais évidemment, en 2015, c'était face aussi à la Zambie lors de la première journée. En espérant, moi je ne suis pas ça, la demi-finale exceptionnelle que le Zaïre à l'époque a fait. Mené 2 buts à 0. La RDC a fait le remontada. 1 but à 0 à la première mi-temps. À la deuxième mi-temps, l'Égypte a encore marqué. Et juste à ce que la RDC fasse le remontada et puis la finale, 2 buts à 0 dans le premier match. Il n'y avait pas. Qui vous avez consulté? Je l'ai senti que vous avez vu votre papa. Début partout et puis ensuite. Puisque là, on se prépare déjà, nous, pas pour entamer cette 34e édition. Je rappelle, jusqu'où ce souvenir peut aider à nos fauves congolais? Oui, c'est vraiment très très bien de revenir en arrière. On dit toujours il faut beaucoup penser au passé pour préparer l'avenir. Aujourd'hui, la RDC doit revoir ça. En 1974, il y avait 11 équipes, mais aujourd'hui, il n'y a plus 8, mais il y a 24. Il faut se battre pour ces titres. Et en 74, nous avons eu quand même avoir une équipe forte, comme mon confrère vient de le souligner. Et on avait des joueurs qui évoluent ici au pays, mais malgré aujourd'hui, il y a une différence. Maintenant, il y a plus de joueurs qui viennent de l'Europe, mais l'entraîneur doit toujours rester serein par rapport à ces points et aussi préparer et aussi avoir des gens qui peuvent remonter le moral des joueurs à chaque fois, à chaque rencontre, et aussi revenir par exemple dans des telles rencontres en demi-finale et remonter le moral des enfants. C'est-à-dire les anciens dans la compétition. Non, pas ramener, mais parler de ce qui s'est passé en 1974. Les anciens tournent au chantage, parce que récemment on vient d'assister à un spectacle désolant où on a vu les anciens faire une marche au niveau du ministère de la Finance. Ce n'est pas un peu quel droit la RDC écoutez, la RDC ne doit rien à ces anciens parce qu'ils ont été champions d'Afrique à leur époque. Et actuellement, c'est une autre génération. Tout à fait. Alors, on n'aura pas malheureusement le temps pour ces débats-là puisqu'on arrive à la fin de l'émission. On va passer rapidement à nos traditions de chez nous. On va commencer avec la réplique Les Tréblés. Allez, on a beaucoup de visiteurs, vous le voyez, vous les remarquez, je ne sais pas lesquels va dribbler. Eh bien, puisqu'on parle de la CAN, on va y rester. Quel type, quelle équipe, pardon, pour Sébastien Desabre? On va commencer de ses côtés. Quel 11 de départ? Je vous pose la question comme ça, c'est à vous de voir. Sans justification, pour vous, ce serait quoi l'équipe qui va débuter cette compétition? Bon, pour Desabre, moi je vois, il va rester dans son classique. Hein. Et chaque fois, je vois Lionel Passi être aligné dans le perche, accompagné dans l'axe de Mbemba et Inonga. Parce que Dylan Batomisika, d'après certaines indiscrétions, il serait suspendu par la CAF et il ne va pas jouer la première journée. Et comme latéral gauche, Arthur Maswaku qui est là, indiscutablement. Et latéral droit, il y a Kaloulou. Dans l'entrejeu, on verra Piquel être accompagné de Moutoussami ainsi que Gaël Kakuta. En attaque, la ligne d'attaque, c'est vraiment du classique aussi avec Cédric Bakambou, Meshak Elia et Yohan Wissa. Pourquoi Yohan? Parce que Théo Bongo pourrait entrer à la seconde période pour faire sa magie, faire du spectacle à chaque fois. Voilà. Alors la question c'est aussi, est-ce que Fisso Kalamaele ou penser à Cédric Bakambou pour son expérience? Non. Non, on peut pas prendre ces risques-là directement de titulariser Maïli. Je crois que c'est Bakambou qui va toujours dans le premier plan. C'est lui qui sera toujours
voulu par Sébastien Même si Dessart. la situation avec Galatasaray inquiète. Bon, ça inquiète, mais en équipe nationale, c'est tout à fait autre chose. Donc, au vu de son statut au sein de la... Le meilleur buteur en exercice de la sélection avec 15 réalisations. Exactement. Donc, Maïli, Kalala, plutôt Kalala et Bakambu, je vois directement Bakambu qui va commencer en point d'attaque. Maïli, ça peut être même le troisième choix de Sébastien Dessart, parce qu'il y a Simon Banza qui est à côté, il y a Silas Katompa qui peut aussi jouer ce rôle-là d'attaquant en pointe, ou encore Yohan Wissa. On ne va pas oublier aussi Théo Bongona qui peut jouer ce rôle. Messi congolais. Exactement, donc moi je vois Maïli peut-être en troisième ou quatrième position dans la hiérarchie des attaquants de la RDC. Joseph? Moi, je pense qu'on pourrait donner aussi la chance à Fiston Maïli Kalala, parce que pour moi, Simon Banza, par exemple, doit encore s'intégrer dans l'équipe. C'est clair, mais la sélection, c'est des choses. C'est du Bakambu à perte de vitesse. Pourquoi ne pas accorder la chance à Fiston Maïli Kalala de pouvoir aussi de quoi les cas? Parce que lorsqu'il aura cette chance-là, moi, j'ai parié bien qu'il aura saisi cette chance pour pouvoir de quoi il peut. Il a eu par le passé. Il a eu par le passé, il n'était pas. Donnant la chance à Mais moi, je pense que Kalala, c'est un finisseur. Dans les perches, on passe Lionel. Dans l'axe central, on a Mbemba et Bakou. On ne verrait pas toute l'équipe. Déjà, Genou nous a aidé, nous a donné quand même l'idée de cette équipe. Je suis d'accord avec lui au niveau de la défense. Donc, il a tapé juste. Il a marché dans mes pensées. Est-ce que c'est vos temps? Moi, je veux parler quand même, c'est ce que le confrère vient de dire. Il y a, par exemple, quand on prend Maïli, peut-être vous voulez revenir à ce qu'Ibenga a connu lors de la CAN 2015 avec Mbele quand il était le meilleur joueur du continent. Vous voulez remettre encore avec Maïli parce qu'il était classé 3e. Je ne pense pas on doit aller avec Bakam parce que c'est un tueur. C'est lui qui marque trop de buts. Il est le meilleur buteur de l'équipe. L'expérience de la CAN, il donc quand je regarde par exemple le classement que mon confrère Geneviève vient de donner, moi je pense que déjà au niveau du gardien de but, il n'y a pas photo, on reste avec l'axe. Au niveau du terrain, peut-être l'entraîneur peut changer. Parce que quand on a Moutoussami et Piquel, c'est une rencontre, la première journée on doit gagner. Donc moi je pense que peut-être Moutoussami doit aller sur le banc et peut-être mettre Chiboula pour être un vrai casseur et laisser Piquel l'exercice au niveau du terrain. Merci Nesquez. Allez rapidement les temps additionnels, ça sera spécial aujourd'hui puisqu'on n'aura que de vœux pour le sport congolais. Alors, quel vœu pour le sport congolais en 2024? Nesquez, vous avez la parole, vous la gardez. Qu'est-ce que vous souhaitez rapidement, puisqu'on est en train de terminer, pour le sport congolais? Je pense d'abord à la Coupe d'Afrique des Nations pour cette année. Et je veux que mon équipe nationale nous ramène la coupe. Même si on ne nous ramène pas la coupe, on puisse arriver même en demi-finale. Et ça peut nous positionner au niveau du classement de la FIFA. Joseph? Moi, je souhaite beaucoup plus la construction des infrastructures comme les autres. Parce que quand nous voyons déjà la Côte d'Ivoire faire ce qu'il a fait, les Cameroun, on doit aussi les faire. Pourquoi ne pas organiser une canne ici? On est déjà sur les pas, puisque après, les femmes de la francophonie. Il faut, pas seulement au football, mais dans d'autres sports, notamment le basket, où on voit Arena et les handball, pourquoi pas dans d'autres volleyball et autres. On veut vraiment des constructions des infrastructures qui vont permettre à ce que nous puissions aussi faire l'hospitalité telle qu'a fait la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Daniel, vos vœux? C'est d'abord la réussite de la RDC à cette Coupe d'Afrique des Nations qui ne sera pas facile. Il n'y a pas que football, hein? Moi, je reste spécialiste. On n'a pas que football comme... Exactement, c'est la première compétition. La compétition. Les filles également. Donc, les filles qui vont venir, mais tout d'abord la RDC, seigneurs, messieurs, qui se présentent justement dans cette Coupe d'Afrique des Nations avec un goût d'inachevé parce qu'ils avaient raté la dernière édition, mais il faut faire mieux. Faire mieux, c'est peut-être sortir le premier tour. Pour moi, arriver en 8e de finale, c'est déjà faire mieux parce que la fois dernière, on n'y était pas. Maintenant, on y est. Voilà. Alors, on doit franchir toutes les étapes. Mais Geno, on termine l'émission avec vos vœux pour le sport congolais. Je vais me dissocier un peu de mes confrères. Moi, pour parler de l'année 2024, je vois une consécration de filles parce que ces filles retrouvent la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations féminine après 12 ans. Et c'est une année durant laquelle elles peuvent prouver combien elles sont fortes sur l'échiquier continental parce que c'est une équipe qui contient des valeurs sûres, des talents purs de partout ailleurs. Donc je vois
une place en demi-finale pour elle et pourquoi pas une consécration. Voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour le sport congolais en 2024. Merci, chers messieurs, pour ce premier plateau de l'année, FM Sport en tout cas. On va marquer aussi une pause, on revient juste après la Coupe d'Afrique des Nations, puisque là, on va nous ressourcer pour vous servir pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous pouvez compter sur nos antennes pour suivre en intégralité la Coupe d'Afrique des Nations. Allez, FM Sport revient très prochainement avec le même plaisir.